Commencer avec une question toute simple, peut-être même candide à mon focus group ici présent. Combien d'entre vous, à main levée, êtes capables de vous concentrer sérieusement, sans être dérangé par le téléphone, capable de lire pendant 1 heure, sans interruption, il n'y a pas de piège là-dedans, livre, littérature? Ben, nous autres, oui. Ben là... Évidemment, ils ne sont pas tous des vingtenaires, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des gens qui lisent. C'est une vraie question. Il y a quelques centaines d'années, on aurait pu dire que nous étions dans une culture de l'oralité. Puis avec Gutenberg et la presse écrite, on est passé à une culture de l'écrit, et puis ça a changé notre monde. Et aujourd'hui, certains font l'hypothèse qu'on est dans la culture du broadcasting et que nous serions peut-être, nous, des espèces d'écrans passifs qui recevons l'information, mais de moins en moins capables de nous concentrer durablement, longtemps, sur de la littérature ou autre chose, et que ça pourrait même, à terme, changer notre cerveau et notre manière même de réfléchir, de penser ou de ne pas penser, ce qui serait plus inquiétant. Je vous présente mes prochains invités. On va commencer avec des littéraires. Ça aide parce que j'en ai dans la salle. Claudia Larochelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Patrick Sénécal. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je serai à vous bientôt, mais est-ce que c'est un souci? Est-ce que vous le mesurez? Est-ce que vous le sentez? Surtout chez les plus jeunes. Il y a un manque d'intérêt criant envers le livre pour se divertir, notamment. Et pas que pour se divertir. L'objet, livre, tout ça, je le sens, malheureusement. Je le vois comme prof et comme mère aussi. Malheureusement, je suis une cordonnière mal chaussée. J'ai 2 enfants, puis mon petit garçon de 9 ans, bien, c'est difficile de le garder accroché au livre. Et moi-même, je pense que je lis moins ces dernières années, notamment parce que j'ai l'appel des séries télé. C'est tentant. Patrick Sénécal, est-ce que le lecteur est une espèce en voie de disparition? Ben, disparition, je pense pas, mais oui, il y en a moins, puis ça, les chiffres le montrent. On a beau être pas d'accord ou pas avec ça, les chiffres sont là pour le montrer. Aussi, moi, j'ai de plus en plus d'amis qui me disent j'ai plus le temps de lire. Moi, c'est une phrase que je trouve terrible, là, ne plus avoir le temps de lire. En fait, la vraie phrase, c'est que tu prends plus le temps de lire. C'est ça, la vraie phrase. Puis tu as raison, Claudia. Moi aussi, je pense que je lis moins à cause des maudite série télé, là. Est-ce qu'il y a des impacts à long terme? Est-ce que, comme la cigarette ou autre chose, un jour, on nous dira, vous regardez cette série à vos risques et périls, j'en doute, évidemment. Pour faire avancer notre conversation, je vous présente donc mes 2 prochains invités. Et je suis obligé de chausser mes lunettes maintenant. Olivier Désutter, je dis le nom de la bonne façon, professeur à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche sur la littératie scolaire. Et puis Agathe Tupoula. Kaboula, exact. Vous êtes orthophoniste, donc vous êtes aux premières lignes parce que vous parlez, j'imagine, de ces choses-là avec des parents, parce que des enfants, peut-être, sont affectés. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre lire le livre papier et lire sur une tablette ou sur notre liseuse? Est-ce que notre cerveau fonctionne différemment et retient différemment l'information? Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ce sujet-là, précisément chez les enfants d'âge préscolaire et à l'âge scolaire aussi. Puis on a aussi quelques études chez les adultes. Et ce qu'on voit, c'est que le médium papier permet une meilleure mémorisation de l'information, puis une compréhension qui va être plus approfondie aussi. Ce qu'on voit en bas âge, c'est que les enfants à qui on soumet un livre numérique vont être plus distraits. Les interactions qu'il va y avoir entre le parent et l'enfant vont plus porter sur la discipline, du genre « touche pas le bouton ici » où il y a des pop-up qui surviennent parfois, des publicités et autres. Donc, la conversation ne sera pas la même versus quand le médium est papier. Il y a aussi, dans le concept de lecture, quelque chose d'actif. Oui. Et quand on lit un livre papier, on est capable de retourner en arrière, on peut prendre des notes, on peut surligner, on peut arrêter, réfléchir. Monsieur le professeur, est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Parce que, j'insiste, notre sujet aujourd'hui, c'est pas une coquetterie sur la littérature, mais c'est plutôt les risques de ce que, sur un horizon long, notre cognition pourrait être affectée. Moi, je travaille dans la formation des enseignants de français. Et puis, j'ai moi-même été enseignant de français pendant très longtemps. Et il y a 40 ans, je demandais à mes élèves qui avaient 13-14 ans de tenir un journal de lecture pour savoir dans quelles conditions ils lisaient les livres que je leur proposais de lire dans le cadre du cours de français. Et je découvrais que mes élèves ne lisaient pas de la même manière que moi je lisais. Ils ne s'isolaient pas pour lire. Ils lisaient devant la télévision à l'époque. Ils lisaient en écoutant de la musique. Et donc, de mon point de vue, la situation n'est pas aussi
dramatique ou n'a pas autant changé que certains le pensent ou essaient de le faire croire. Je crois qu'on a toujours eu des pratiques très variées de lecture, qu'on a toujours aussi une image un peu idéalisée de ce que lire. On a souvent associé la lecture à la lecture de livres, à la lecture de livres littéraires. Dans les faits, les pratiques de lecture sont bien plus diversifiées. Par exemple, le développement du numérique nous a donné accès à des lectures qu'on ne faisait pas. Et évidemment, avec des lectures nouvelles qui ont supposé des nouveaux apprentissages. Et curieusement, une partie de ces apprentissages, les personnes les font toutes seules. C'est un gain? Eh bien, je crois que sur le plan cognitif, à nouveau, c'est certainement un plus. Mais à côté de ça, il y a certainement des choses aussi pour lesquelles, et on pourra y revenir, l'école a un rôle à jouer pour à la fois prendre en compte cela, mais aussi préparer à ce qu'on ne fait plus spontanément. Est-ce que vous mesurez, vous, auprès des plus jeunes que vous rencontrez, non pas une régression, mais une difficulté plus grande face à l'objet ou les signes qui se retrouvent sur nos pages? Complètement. Normalement, selon les recommandations là, de la Société canadienne de pédiatrie, on dit qu'en bas de 2 ans, on devrait omettre toute forme d'exposition aux écrans, puis entre 2 et 5 ans, se limiter à 1 heure maximum par jour de temps d'écran. En Amérique du Nord, on dépasse largement ces recommandations-là. Puis on sait qu'un enfant qui est exposé aux écrans va moins entendre de mots autour de lui. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact à long terme sur le développement langagier. Ça fait des enfants qui rentrent à l'école avec des fragilités sur le plan du développement langagier. Vous voyez une différence aujourd'hui? Oui, complètement. Quand on compare à... Moi, j'ai commencé à travailler en 2010, puis déjà, là, depuis 15-16 ans, on voit un écart là, dans le niveau de littératie. J'ai avec moi dans la salle quelqu'un qui sera notre invité à la toute fin de l'émission, avec qui j'avais déjà discuté à mon podcast Contact de ces enjeux, de ce que possiblement le QI pourrait reculer. Il m'avait dit fake news, ce n'est pas du tout le cas. Et je suis curieux de sa réaction à ce dont on discute en ce moment. Gérald Bronner, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est un souci pour le sociologue que vous êtes? Disons, je crois qu'il ne faut pas diaboliser les écrans en tant que tels. C'est ce qui se passe sur les écrans et l'environnement autour des écrans qui est fondamental. Notamment, y compris en termes de retard de langage, il y a une grande étude de l'INSERM qui montre qu'en effet, il y a une corrélation significative statistiquement entre la consommation d'écran et le retard, par exemple, de langage. Mais en fait, cette corrélation, elle disparaît dès lors que les enfants commencent à en discuter avec leurs parents. Donc quand il y a un bon environnement social, en réalité, ce qui se passe sur les écrans n'est pas forcément aussi grave que parfois on le dit. Je parlais de péril en la demeure. Est-ce que la littérature est un liant social important? C'est-à-dire cette capacité d'avoir des référents et de pouvoir faire l'économie d'une très longue conversation en disant à quelqu'un « Ah, ça me fait penser à ça ». Et soudainement, c'est un continent qu'on découvre avec un mot, une référence. Et c'est fort utile pour faire société. Alors ça, c'est une très bonne question parce que je pense qu'effectivement, ce qui nous manque peut-être, c'est un socle commun de plus en plus. Et le rapport à la littérature, le rapport à un livre, c'est aussi le ralentissement. Nous croulons sous la rapidité de nos échanges d'informations et même sous la masse d'informations en général. Et la littérature, elle permet aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est aussi l'altérité. On coécrit un livre, en quelque sorte, quand on le lit, un peu. Et donc, rencontrer l'autre, c'est aussi quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire aujourd'hui, parce qu'on est dans une société individualiste qui nous isole dans notre propre réalité. Une opinion là-dessus rapide avant qu'on revienne? Je rebondis premièrement sur le fait combien vous insistez que l'important aussi, c'est de pouvoir échanger autour de nos pratiques et de nos pratiques culturelles en général. Et ça, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé autour de la lecture. On n'a jamais eu autant d'occasions d'échanger autour de nos lectures, et y compris à l'école. Dans l'image qu'on a aujourd'hui de lire à l'école, aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir dès les classes primaires les enfants qui sont amenés à échanger entre eux autour des livres, qui sont aussi entourés de livres à l'école. On n'a jamais eu autant de livres présents dans les classes qu'actuellement. Je sais qu'il y a dissension en la demeure. Claudia en particulier, qui fréquente des écoles. Nous y reviendrons dans quelques instants. On fait une pause et puis poursuite de cet échange fécond. À tout de suite. Quand on s'est laissé il y a quelques minutes, je savais qu'il y avait Mme La Rochelle qui faisait non, c'est pas vrai que dans les écoles, on a un pareil accès, particulièrement dans les écoles primaires, aux livres, à l'objet. Il n'y a plus beaucoup de bibliothèques, il n'y a plus beaucoup de bibliothécaires, sinon
Pas du tout. Non, c'est ça que je vois. Quand je visite des écoles, souvent, les livres se retrouvent sur une sorte de chariot. Et c'est un professeur, une enseignante qui décide de passer dans les classes pour distribuer des livres aux élèves. Comme en Ça, prison. je le vois. Bien, quasiment. Je sais que le gouvernement a donné des sous pour que les enseignants puissent bénéficier de ce budget-là pour acheter des livres. Je ne sais pas si ça a donné vraiment Ça a quelque déjà été chose. On est occupé d'analyser qu'est-ce que les enseignants ont acheté avec l'argent qu'ils ont Oui, reçu. je suis curieuse de voir les Et données. puis, en par fait, rapport c'est à ça. extrêmement diversifié. Puis, j'ai dit qu'il n'y avait jamais eu autant de livres dans les écoles. Ça ne veut pas dire que les bibliothèques sont en santé. Au contraire, elles sont très fragiles, les bibliothèques scolaires. Et le gouvernement n'a aucune politique continue dans le soutien à la lecture. Ça fait 30 ans qu'il y avait un premier plan d'action pour la lecture à l'école qui en prévoyait d'engager davantage de bibliothécaires. Ah, dès qu'on a une période de coupure, Il y en a ça pas de s'en va. bibliothécaires. Le $300 qui a été accordé pour que chaque enseignant achète des livres, cette année, dans certaines commissions scolaires, ça a été réduit à 200 avec la nouvelle compression. Donc le problème, c'est une continuité dans la volonté de promouvoir la lecture et surtout de laisser de la place aussi dans la société et dans les médias. Au-delà de rendre les livres accessibles dans nos écoles, je crois qu'un élément important qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut montrer aux élèves, aux enfants, comment choisir un livre à leur pointure. Il y a une enquête qui a été menée au Québec qui a démontré que la moitié des 6 à 17 ans qui ne sont pas capables de choisir un livre à leur niveau. Donc, quand on ne choisit pas un livre à son niveau, on ne se sent pas compétent quand on lit. Quand on se sent incompétent, on lit moins. Sinon, je vous soumets, moi aussi, une autre hypothèse pour avoir eu cette discussion avec Michel Onfray récemment à mon podcast. Il déplorait qu'à l'école, on n'exige pas davantage, qu'on n'élève pas. C'est-à-dire qu'on ne confronte pas la jeune personne à un texte qui soit exigeant. Alors, je ne suggère pas Homère, comme ça se faisait en d'autres temps, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Balzac? Pourquoi pas Sénécal? Quoique là, c'est plus problématique. Mais cela dit, je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'ai fait mon bac en littérature à l'Université de Montréal il y a 40 ans. Il y avait un cours qu'on devait lire 80 romans. Il était connu, ce cours-là. On nous prévenait des années d'avance. Attention, vous allez lire 80 romans dans une année. Et je sais maintenant qu'aujourd'hui, ce cours-là, je pense qu'ils ont réduit 60, je pense que c'est même plus bas que ça. Je me demande s'ils n'ont pas réduit ça à 50. Donc, même à l'université, Oui. en littérature, Mais les on jeunes, prend ils pour lisent acquis qu'ils ne seront pas capables, les pauvres, de lire 3 romans Non, par ils 3 vont livres par aller semaine. chercher Il y a un un problème, là. résumé Oui, sur il y a un l'IA. problème. Oui, c'est ça. L'école doit trouver un équilibre. Pendant très longtemps, ces dernières années, et à raison, était axée sur donner le goût de lire. Mais ce n'est pas sa seule fonction de l'école. L'école, elle doit aussi faire lire des choses vers lesquelles on ne va pas spontanément. Et donc, confronter les élèves à la lecture de textes complexes. Moi, je pense que ce qui nous manque actuellement dans les écoles du Québec, c'est par exemple non seulement de faire lire Patrick Sénécal, qui est beaucoup lu, Au secondaire, mais de faire lire des essais. Il y a des collections extraordinaires d'essais pour adolescents. À quel moment est-ce qu'aujourd'hui nos jeunes vont être préparés, non pas à lire des bouts de texte fragmentés qui sont composés sur des écrans, mais à se confronter à une lecture longue où une pensée complexe se développe? Puis l'expérience que je fais avec mes étudiants à l'université, que j'accompagne à la maîtrise au doctorat, ils lisent, mais ils ne retiennent plus ce qu'ils lisent. Ils me disent, Olivier, quand on discute du sujet, oui, j'ai lu ça, et je pourrais le retrouver. Je l'ai archivé quelque part dans mon ordinateur, mais je ne suis pas capable de te reformuler ce que cet auteur pense de ce sujet-là. C'est donc dire qu'on a déjà délégué à notre deuxième En partie. intelligence, notre portable, notre téléphone ou autre chose, une partie de ce que l'on mémorisait ou que l'on se disait en bon canif suisse que nous étions tous. Bien, il faudrait que je me rappelle un peu de ça si je veux être capable de me débrouiller. Oui. Est-ce que ça pourrait, à long terme, avoir un impact débilitant sur nos intelligences? Vous êtes orthophoniste, parce que c'était mon hypothèse. Tout ce qu'on lit, ça a un impact sur nos habiletés langagières à l'oral et aussi nos capacités à rédiger. Donc, autrement dit, plus on lit, OK, puis pas nécessairement des romans, on peut lire des essais, des biographies, des genres littéraires variés, plus on est compétent pour s'exprimer à l'oral. Donc, pour ce qui est des compétences verbales, il y a clairement un lien. Puis, on a parlé beaucoup, de la lecture chez les plus jeunes, mais c'est pas tout le monde qui sait que, par exemple, dans un livre pour enfants, il y a plus de mots rares que dans une émission de télévision pour adultes diffusée à heure de grande écoute. Oh, sauf le mercredi 20h. Là, il y a vraiment des mots incroyablement recherchés. Dans un livre, on retrouve des verbes conjugués au passé simple, on retrouve des adverbes, des verbes qu'on n'entend jamais dans la vie de tous les jours. Au lieu de lire un passage du genre terrifié, il décida de prendre la poudre d'escampette. Bien, à l'oral, dans la vie de tous les jours, on va dire « Ah, il a eu peur, fait qu'il s'est enfui ».
C'est pas le même registre de langue. Ça fait certainement la différence, Patrick. Vous allez avoir le dernier mot parce que vous avez, avant de vous présenter au plateau, eu cette belle formule. Lire est peut-être aujourd'hui... Un acte de résistance. C'est un acte de résistance parce que tout nous amène à vouloir ne pas lire. Tout est fait pour enlever aux gens le goût de lire. Comprendre le conflit israélo-palestinien en 5 minutes, on voit ça dans le journal des fois, impossible. Mais on propose ça aux gens. Fait que tout est là pour dire aux gens, ne lisez pas de textes longs, c'est emmerdant, c'est long et tout ça. Alors, accepter de lire quelque chose de plus long, de plus complexe, c'est résister à cette facilité-là de la paresse intellectuelle. Et même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui lisent, ceux qui lisent, je trouve qu'ils sont toujours respectés. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un jeune qui lit, on va dire, bah, c'est un peu le nerd de la gang, tout ça. Non, mais on lire, c'est le sexy, regarde. hein? C'est ça, on le regarde comme quelqu'un de, oh, il doit être intelligent parce qu'il lit. Fait que le jeune qui lit, malgré tout, même s'il n'est pas un cool, il va se faire respecter. Il va résister puis il va se faire respecter. Mais je revendique toute ma sexitude ici. Je lis. Et donc, votre participation à la résistance. Oui, je résiste. Il eût été fort agréable de poursuivre la conversation, mais c'est tout le temps que nous avions.